pour continuer le débat, je reprendrai bien deux thèmes de vos propos liminaires à l'un et à l'autre. Le premier, Louis Gallois, c'est vous avez insisté sur la question dans notre pays, là, sur le pessimisme actuel, et même vous avez dit c'est plus que du pessimisme, c'est du scepticisme, et vous avez insisté sur le fait que de toute façon c'était une action nécessairement de long terme. Cela étant, il y a aussi des actions de court terme pour lutter contre ce pessimisme et ce scepticisme, et je vous réinterrogerai là-dessus, en particulier par exemple sur... il y a tout un débat actuellement sur la diversité. Est-ce que la diversité n'est pas un instrument de lutte contre le scepticisme, par exemple? Ça, c'est que dans votre propos liminaire à vous. Puis dans le propos liminaire de Jean-Paul Boucher, il y a un propos qui me paraît, qui prend en ce moment pas mal d'importance, en tout cas dans certains milieux, qui est celui de l'entreprise n'appartient pas aux actionnaires. Et j'aimerais bien, l'un et l'autre, que vous d'ailleurs vous réagissiez sur le propos liminaire de l'autre, justement. C'est-à-dire l'entreprise, M. Gallois, n'appartient pas aux actionnaires. Quelle est votre position à vous par rapport à ça? Et puis Jean-Paul sur pessimisme, scepticisme. Qui veut commencer? Je veux bien commencer. Sur l'entreprise n'appartient pas aux actionnaires, c'est la prolongation des travaux que mène M. Hatchuel à l'École des Mines et que je trouve, moi, extrêmement intéressant. Pour la première fois, on a une vraie conceptualisation de l'entreprise, parce que l'entreprise n'existe pas, en fait. La société anonyme existe, mais l'entreprise n'existe pas. Alors, on peut partir d'un constat simple, c'est qu'aucune communauté humaine n'appartient à quelqu'un depuis la fin du servage. Donc, on ne peut pas dire qu'on est propriétaire d'hommes ou de femmes. Donc, on ne peut pas être propriétaire d'une entreprise. Les actionnaires sont propriétaires du capital de l'entreprise. Et à ce titre, d'ailleurs, ils attendent une rémunération de leur investissement. Et elle est naturelle. Elle doit être raisonnable, mais il y a une prise de risque. On voit bien que dans certaines entreprises, il y a une vraie prise de risque. Et deuxièmement, il y a le fait qu'on apporte son argent et qu'on l'apporte pour le protéger ou pour le faire rémunérer. Il n'est pas anormal qu'il y ait une rémunération du capital. Et il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des dividendes. Je dis ça ici, dans ces locaux, c'est une portée, je pense, particulière. Mais en même temps, il ne faut pas que les actionnaires s'estiment propriétaires de l'entreprise. Et je pense que quand on est le conseil d'administration représente les actionnaires, je suis contre cela. Le conseil d'administration, c'est le lieu où s'expriment les intérêts de l'entreprise. Ils ne peuvent pas être exprimés uniquement par ceux qui possèdent le capital. Il doit être exprimé aussi par ceux qui travaillent dans l'entreprise, qui sont des parties prenantes. Je préfère le terme de partie prenante à l'entreprise. Il y a les actionnaires qui sont parties prenantes, il y a le personnel, il y a le management, il y a les clients, il y a les fournisseurs, il y a la collectivité territoriale autour de l'entreprise. Tout cela ne peut pas s'exprimer au conseil d'administration, mais il faut au moins qu'au conseil d'administration, il y ait certains équilibres. Et on est passé d'entreprises qui étaient en fait possédées par les managers à des entreprises qui maintenant sont sous la seule férule des actionnaires. Et je pense que cette situation est profondément malsaine. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse plus qu'à la création de valeur pour l'actionnaire. Et cette création de valeur, elle est calculée d'ailleurs de manière, par la comptabilité, de manière purement patrimoniale. Qu'est-ce que vaudrait l'entreprise si on la vendait aujourd'hui? Voilà. Voilà la base de la comptabilité, c'est la valeur aujourd'hui si on la vend. Donc on se fout de savoir si elle a des projets d'avenir, on se fiche de savoir si elle a un potentiel technologique important en son sein, si elle a des compétences. Ce qui intéresse, c'est combien elle vaut si on la vend aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est extraordinairement dangereux. Il faut sortir de là. Cette sorte de dictature de l'actionnaire est une dictature du court terme. Et encore une fois, je ne suis pas en train de rejeter l'actionnaire. Il en faut, sauf à collectiviser l'ensemble de l'économie. Ce qui est un projet certainement enthousiasmant à très long terme, mais qui ne suscite pas, qui n'est pas un débat actuel. Bon.
Voilà, ma première remarque sur l'entreprise n'appartient pas aux actionnaires. Ça me paraît tout à fait important. Et la conséquence, c'est que les travailleurs les salariés doivent se trouver chez eux dans l'entreprise. Ils ne sont pas chez le patron. Et ça a deux conséquences. La première, c'est que lorsque on donne 20 milliards aux entreprises, on ne les donne pas au patron. On les donne aux entreprises pour investir. Le crédit d'impôt compétitivité, ce n'est pas un cadeau au patron. C'est quelque chose qui est un ballon d'oxygène apporté aux entreprises pour qu'elles puissent être plus compétitives à l'exportation, parfois avec des baisses de prix, ou surtout, je l'espère, investir. Et j'ai eu ce dialogue par radio interposée avec un monsieur qui a une notoriété maintenant grande, qui est monsieur Mercier, le leader de CGT d'Aulnay, bon, qui disait on fait des cadeaux aux entreprises, aux patrons. Vous avez fait des cadeaux aux patrons. Non. Non. Et d'ailleurs, la seconde conséquence, c'est que c'est quelque chose dont il faut avoir à l'esprit. On dit l'État a apporté 20 milliards aux entreprises, ça ne fait que compenser la ponction de 20 milliards fiscale du budget 2013. Et alors là, il y a une légère confusion. Parce que pour arriver à ce chiffre de 20 milliards, il faut additionner l'accroissement de la fiscalité sur les entreprises et l'accroissement de la fiscalité sur les actionnaires des entreprises. Et donc, il y a un certain nombre de gens qui ont considéré qu'il fallait additionner les deux et considérer que c'était la fiscalité des entreprises. Non. Il faut bien distinguer la fiscalité des actionnaires et la fiscalité de l'entreprise. Je pense que c'est tout à fait décisif. Ça, c'est le premier point. Sur le pessimisme, la diversité, moi, je n'avais pas pensé à ça. Mais je pense que sous certains aspects, vous avez raison. Je pense qu'il y a dans la population française des gens qui croient encore que leur sort peut s'améliorer, que leur activité peut créer de la richesse pour eux-mêmes, pour les autres. Et on les trouve très souvent, on trouve très souvent ce dynamisme dans les couches populaires. Et du scepticisme chez ceux qui sont en place. Et du scepticisme dans les classes dirigeantes. Moi, je fréquente les classes dirigeantes, je suis effrayé du climat actuel. Effrayé. Ça a des conséquences économiques, d'ailleurs, parce que ce sont quand même les décideurs. Et ils ont plusieurs manières d'exprimer ce pessimisme. C'est d'abord un discours qui alimente le pessimisme partout, parce qu'ils ont des relais dans les médias qui reproduisent cela. Il n'y a qu'à voir les émissions de télévision sur l'industrie. Deuxièmement, ils peuvent faire la grève de l'investissement, s'ils sont pessimistes. C'est-à-dire ne pas prendre des décisions d'investissement par prudence. Et la troisième élément, c'est qu'ils encouragent les gens à quitter la France. Alors moi, c'est pas le départ de M. Bernard Arnault qui me pose un problème. Ce qui me pose un problème, c'est les jeunes qui quittent la France pour créer des entreprises à l'étranger. Et actuellement, c'est un phénomène assez massif. Et donc, il faut que nous inversions cela, parce que c'est ça, là. Là, il y a une perte de substance qui est moins nette qu'en Espagne, où l'élite s'en va. Parce qu'on dit, là, l'Espagne est en train de retrouver sa compétitivité. Mais à quel prix? L'élite s'en va. Les chercheurs s'en vont, les créateurs d'entreprises s'en vont. Il y a un vrai problème. L'Italie n'est pas loin de ce phénomène. Il ne faut pas que ça nous atteigne. Donc je pense que ce pessimisme, il faut à tout prix le vaincre, en montrant qu'il y a des perspectives, en montrant qu'il y a des choses qui avancent. Il faut qu'on démontre que ce que l'on a décidé, on le met en œuvre, que le pays bouge, que ce n'est pas un pays immobile. Il faut le démontrer. Il faut aussi insister sur les atouts formidables de notre pays. Et il faut sortir de cette stratégie des pantoufles, dans laquelle nous sommes confortablement installés. Je pense qu'il faut remettre le pays dans la dynamique, il faut lui redonner le goût du progrès technique. Excusez-moi, mais on est en train de tuer en France le goût du progrès technique en montrant que les inconvénients, jamais les potentialités. Il suffit d'écouter la radio, c'est effrayant. Le progrès technique n'est vu que de manière négative.
sur ces risques. Il faut qu'on sorte de ça, parce que le principal risque au concours, c'est le déclin. Donc retrouver l'optimisme, ça me paraît optimiste. Il ne faut pas non plus être pessimiste. Il faut, vous savez, c'est Gramsci, hein, pessimisme de l'action, optimisme de la non, pessimisme de la réflexion, optimisme de l'action. Donc c'est ça. Mais il faut, je trouve, il faut que nous redonnions au pays l'envie de faire. Jean-Paul, tu veux réagir? Oui, pas trop longtemps, parce que je voudrais que la salle puisse effectivement réagir, mais enfin, Louis Gallois l'avait dit quand il a présenté ce rapport aussi au Conseil économique et social et environnemental, je le cite en disant « Nous devons retrouver confiance et optimisme, qui sont aussi les voies du succès ». Donc c'est clair que ça passe par... enfin, il faut retrouver un élan, quoi. Mais on ne retrouvera pas d'élan si on n'est pas dans une co-responsabilité de l'ensemble des acteurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle fait cruellement défaut. Ce que vous avez dit par rapport au CICE, donc crédit, impôt, compétitivité, la réaction d'un certain nombre d'acteurs en disant mais vous avez fait finalement un cadeau au patron, vous dites on n'a pas fait de cadeau au patron, c'est destiné aux entreprises. Je pense que les propos de Laurence Parisot ont certainement contribué aussi à alimenter ce genre de ressenti. Et évidemment, donc il y a des moments aussi, les mots ont leur importance, c'est-à-dire que quand on a une responsabilité, mais quand je dis ça, c'est pas simplement pour attaquer la présidente du MEDEF. À la limite, un secrétaire général d'une confédération syndicale, lorsqu'il met de l'huile sur le feu de cette manière-là, il n'est pas dans la co-responsabilité pour recréer les conditions d'un élan, d'une certaine confiance finalement, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il n'y aura pas de coopération s'il n'y a pas effectivement cette confiance. Donc ça me paraît quelque chose d'extrêmement important. Un tout petit mot, parce que là on voit bien qu'on est sur la question du soutien aussi, je dirais, économique à l'activité, et je reviens sur la question quand même des règles de la redistribution. Sarkozy avait parlé des 3 tiers. Hier, j'étais avec des représentants d'une grande entreprise qui s'appelle la Massif. Gérard Andrec intervenait il n'y a pas très très longtemps auprès d'un certain nombre de patrons du CAC 40 qui lui posaient la question « Mais comment est-ce que vous pouvez expliquer le succès de ce groupe compte tenu, enfin dans l'histoire, hein, depuis maintenant, je dirais, de nombreuses années, parce que vous avez quand même une politique de redistribution de la valeur ajoutée qui est un peu particulière. Il y a une partie qui revient non pas des actionnaires, mais qui revient à des sociétaires. Vous avez toute une partie qui revient finalement, je dirais, aux salariés, bien sûr, sous la forme d'intéressement, de participation, et d'une manière, je pense, assez équitable. En tous les cas, il n'y a pas de distorsion entre ceux qui prendraient une bonne partie finalement de cette enveloppe de redistribution pour n'en laisser qu'un petit peu aux autres. Et puis un point extrêmement important, c'est que finalement, il y a aussi une partie de cette redistribution qui va à l'entreprise. Et c'est sur ce point, je pense qu'effectivement, vous avez raison. Alors, quand on dit entreprise, j'entends au sens remettre effectivement, je dirais, de la recherche et développement, de l'innovation, mais aussi, je dirais, renforcer les réserves. Gérard Andrec était extrêmement clair là-dessus en disant, mais cette autonomie, c'est aussi notre indépendance politique. Et que lorsqu'on a, je dirais, un objectif stratégique d'asseoir aussi, je dirais, les questions de protection sociale dans une économie sociale et solidaire, ça passe aussi par l'indépendance. Donc voilà, je donne cet exemple parce que je pense qu'il est aussi important. Nous, on pense qu'il faut aller jusqu'à la négociation des critères de la redistribution. Alors, à la fois de la construction, Marcel l'a dit, mais aussi de la redistribution. Il faudra, en synthèse, que l'on puisse donner quand même quelques signes. Je crois beaucoup à ces signes qu'il va falloir trouver pour remettre finalement de l'élan. Il y a une faible confiance des citoyens français sur l'appareil politique. On ne croit pas toujours à la capacité finalement des corps intermédiaires. Donc voilà, on a une co-responsabilité. Je pense que les médias doivent se sentir aussi une co-responsabilité dans cette affaire. Moi, j'en ai marre d'allumer la télé pour regarder que les trucs qui ne marchent pas. Et quand ça marche bien, personne n'en parle jamais. Quand il y a un bon accord qui est signé dans une entreprise, personne n'en parle. Alors bon sang, mais positivons aussi un petit peu par moment, parce que ça, c'est aussi une règle de la co-responsabilité.